Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de notre cercle de parole sur la masculinité, la virilité et comment ces normes, je sais pas pourquoi je parle comme ça, et comment ces normes impactent nos intimes amoureux ou sexuels. Nous sommes à Metz avec 11 auditeurs accueillis par l'association Couleur Gay que je remercie. Thomas, on va commencer par toi. Dans la fin du premier épisode, tu as levé la main, tu as dit « je suis prêt à partager un petit truc ». Veux-tu partager ton petit truc ? Du coup, oui. Alors moi, ou ton grand truc ? On va voir. Moi, c'était, il y a quelques années quand même maintenant, parmi les premières rencontres que j'avais eues, et c'était par rapport au lien qu'on discutait par rapport à la masculinité. Et moi, j'avais échangé un peu avec une personne, c'est sur Grindr aussi. Et après, on s'est rencontrés, on a commencé à parler. Et c'était quelqu'un qui était en fait, auquel on aurait associé beaucoup de traits très féminins. Okay. Et moi, je sais que sur le coup, ça m'avait bloqué. Okay. C'était, après, je pense qu'il y a eu aussi un effet de surprise parce que c'était pas trop, quand on avait échangé, c'était pas trop ressorti. Ouais. Donc il y a eu aussi un peu un mélange d'effets de surprise. Mais, c'était quoi, c'est très féminin ? On va dire, c'est un peu associé à la féminité, mais on va dire que qui était très émotif très facilement sur beaucoup de sujets. Attends, en date, comment cette personne a partagé son émotion ? Ça remonte, hein. Ouais. Mais elle s'est mise à pleurer ? Non, mais quand on parlait de différents sujets, de un peu de tout et n'importe quoi, rapidement, on voyait que c'était très émotif par rapport à certains sujets, même à beaucoup de sujets. Ok. Où s'exprimer de manière très, on va dire avec les mains, mais beaucoup avec les mains. Voilà. Et dit-il en bougeant les mains. Oui, mais plus. Ouais. Et moi, je sais que par rapport à ça, ça m'avait un peu bloqué. J'avais du mal à me projeter plus loin avec une personne par rapport à ses caractéristiques. Ouais. Donc, toi, du coup, tu lui as dit pendant le date, tu te souviens ? Après, on va dire, dans les faits, on sait plus... on va dire que ça n'a pas trop continué, il y a une distance, on s'est un peu éloigné mécaniquement. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pas forcément dit, parce que ça s'est un peu éloigné sans que ça se dise clairement. Ouais. Mais voilà, moi, je sais que par rapport à ça, après, c'était pas un jugement sur sa personne en elle-même, c'est par rapport à une compatibilité. Ouais. Et ce qu'on cherchait, moi, je sais que j'aurais eu plus de mal à me projeter de manière sérieuse par rapport à ça. Ouais. Et tu sais pourquoi ? Est-ce que tu as l'impression que c'est uniquement les goûts, les couleurs ? Ou bien, ou pas ? Moi, j'ai l'impression que c'est plus en termes de caractère. Moi, je dis peut-être qu'en fonction de différentes situations qu'on aurait vécues, on aurait peut-être du mal, ou moi, on aurait vu peut-être les choses de manière trop différente par rapport à ça. Oui, moi, je pense que par rapport à notre vision peut-être de la vie ou des événements, j'aurais eu plus de mal à trouver une connexion. C'est comme ça que je ressens. Et ça, tu penses que c'est avec toutes les personnes plus efféminées ? Ou Après, il y a différentes gradations, différents aussi d'expressions par rapport à ça. Mais moi, je sais que sans tomber dans un extrême ou d'un côté ou de l'autre, moi, je sais que j'aurais eu du mal à trouver une connexion par rapport à certaines caractéristiques de cette personne, par rapport à mon caractère que j'ai. Et c'est lié au féminin ? Je pense que sur certaines caractéristiques, quand elles sont poussées de manière plus... Par exemple quoi ? Et je t'invitais à rapprocher de ton micro. Je parle peut-être trop loin. C'est quoi ces caractéristiques ? Moi, je sais par exemple, quand je voyais qu'il était vite émotif sur beaucoup de sujets, moi je le suis beaucoup moins. Je sais qu'on n'aurait peut-être pas compris ou vu certains événements de la même façon, ou ressenti les événements de la même façon, et je pense que ça aurait généré quelques incompréhensions par rapport où moi j'aurais dit c'est pas grand-chose, lui il aurait peut-être plus blessé.
par rapport à certains trucs, moi je me suis dit, oh, il en fait des tonnes. Ouais. Et je pense que ça n'aurait pas fonctionné. Ouais. Pour toi, l'expression des émotions, c'est plus un trait féminin. De manière associée, de manière générale, plus, oui. Ouais. Et donc, toi, tu es en couple, tu es célibataire, enfin, Moi je suis en couple. Ouais. Et donc, tu es en couple ouvert. Enfin, est-ce que aujourd'hui, tu cherches à connecter intimement avec des hommes ou pas? Ou tu es en couple fermé? Moi je suis en couple, on cherche pas, en relation, nous deux, on cherche, voilà. Oui, mais en fait, ma question, c'est est-ce que du coup, aujourd'hui, tu cherches que des hommes masculins? Après, que des hommes masculins, en termes de amitié ou connaissance. Non, mais du coup, sexuel ou intime, avant d'être en couple, est-ce que, suite à cette expérience notamment, tu t'es dit, bon, moi, vraiment, je veux que des hommes qui ne montrent pas leurs émotions? Après, pas tomber dans un autre extrême, parce que l'autre extrême, il est aussi irritant d'une autre façon. Ouais. Pour moi, il aurait été irritant d'une autre façon. Ouais. Mais je me suis dit, il faut que je fasse peut-être un peu plus attention à trouver un équilibre qui me corresponde par rapport à mon caractère. Ouais. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Ouais. Sébastien. Oui, c'était surtout sur le fait de trouver quelqu'un féminin. En fait, de mon expérience, mais ça m'appartient qu'à moi. J'ai déjà remarqué, j'ai eu une relation assez longue avec quelqu'un, et quand tout va bien, quand on était ensemble, etc. Après, on a gardé une relation amicale, et quand on avait dans cette relation amicale, c'est à ce moment-là où j'ai remarqué des manières qu'on aurait pu dire féminines. Alors que dans le début de notre relation, on dit l'amour rend aveugle, c'est peut-être ça, mais quand j'avais vraiment des sentiments forts pour cette personne, j'ai jamais remarqué plus que ça des traits féminins. C'était quoi par exemple? Des mouvements de bras, ou dans la façon de bouger, dans la façon de parler. J'avais remarqué que quand on était ensemble ou quand le livreur arrivait, il prenait une voix grave, très grave, parce que je pense qu'il avait un problème avec ça, mais moi, j'avais jamais remarqué plus que ça qu'il avait des caractères féminins. Peut-être qu'il se cachait, peut-être que... Non, mais je pense que c'est vraiment mon œil, en fait. Ben non, parce qu'avec le monde extérieur, comme le livreur, il performait un truc. Il performait, mais j'avais remarqué ça. C'était la seule chose que j'avais remarqué. Mais une fois que notre relation était finie et qu'on était devenus plus amis, qu'on se voyait en dehors d'une relation amoureuse, j'avais remarqué des traits féminins que j'avais jamais remarqués chez lui. Et toi, t'en pensais quoi? C'est quelque chose qui peut t'exciter et ou t'attirer, t'inspirer? Je pense que dans un début de relation, en fait, si la personne me plaît, je vais pas remarquer de traits féminins chez la personne. Ah bon? Ok. Parce que ça t'attire pas, donc t'es en déni. Oui. C'est un bon résumé de mes relations. Le déni, généralement, oui, effectivement. Ça semble être un autre cercle de parole nécessaire pour creuser là-dedans. Ben, est-ce que tu passerais le micro à Ben? Moi aussi, je suis pareil que Sébastien. J'étais dans une relation avec un mec qui était vraiment très musclé comme garçon et tout, mais quand on se retrouvait deux, il était par contre très très efféminé. Il avait comme une femme et tout, la voix, mais par contre quand on est au monstre extérieur, il se joue le mec dangereux, viril. Comment tu l'as vécu ça? Parce que j'imagine que quand tu l'as rencontré, tu as rencontré son personnage extérieur? Oui. Et donc t'es soit tombé amoureux, soit tu as été attiré par ce personnage-là, qui change quand vous êtes dans l'intime. Comment tu l'as vécu, toi? Moi, par contre, je l'ai vécu très bien parce que je viens d'où son homosexualité, tu peux pas le vivre librement. Tu allais se dire d'où tu viens? Oui, je viens du Cameroun, moi. Donc, tu peux pas le vivre librement. Donc, moi, ça me dérangeait pas que quand on était que deux, on pouvait être vraiment soi-même. Parce que quand on était à deux, il essayait d'être lui-même. Et à l'extérieur, il essayait d'être le mec que la société veut voir. Le mec baraqué, homme et tout. Cette relation-là, cette rencontre-là, c'est au Cameroun que ça s'est passé? Donc c'est presque même de la survie. Ouais. Parce que je crois au Cameroun, c'est passible de 5 ans de prison. 5 ans de prison et 200 000 d'amende. Ok.
Toi, tu as vu l'impact que ça avait sur ton désir pour lui, tu vois, dans comment tu pouvais aimer le sexe avec lui. T'as senti, par rapport à ces deux personnages, une attirance plus pour l'un ou pour l'autre ou... Moi, j'aimais plus son côté masculin. Vraiment. Mais des fois, quand il se comportait un peu trop efféminé, je lui dis, mais tu en fais trop. Et puis, par moments, ça me gênait un peu, quoi. Et il te répondait quoi? Il me disait rien. Il essayait de se jouer le garçon, quoi. Ouais. Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu te souviens ce que tu as écrit sur ton petit post-it quand on a préparé ce cercle? Est-ce que tu es à l'aise que je te pose une question sur ce que tu as marqué sur ton post-it? Oui. Sur ton post-it, tu as parlé du harcèlement que tu as vécu et des violences et des insultes parce que tu étais trop efféminé, grandissant. Est-ce que tu as grandi au Cameroun? Ouais, j'ai grandi au Cameroun. Est-ce que tu penses que ça pourrait être connecté, le fait que avec ton copain très efféminé, quand t'es adulte, tu lui dis vas-y fais-en moins, parce que toi depuis tout petit t'as appris à en faire moins? Ouais, en fait c'était ça le véritable problème, parce que même quand on était deux, je me disais il y a des gens qui nous voient et c'est pas bien pour déjà notre sécurité. Vu que moi, tout petit, déjà, j'ai été violenté parce que je traînais beaucoup plus avec les femmes. Je me sentais à l'aise à faire des trucs des femmes et tout. Et chose qu'avec des violences et des tabacs, je me suis dit, c'est pas normal qu'un homme fasse comme une femme, quoi. Mais du coup, moi, je me sens plus à l'aise avec les hommes et je m'assume en tant que gay, ça me dérange pas. Mais par contre, avec lui, quand il se comportait comme ça, je me disais toujours, mais c'est un délit. Vu que tout petit, moi, on m'a déjà éduqué à me tabasser, en me disant, c'est un délit ce que tu fais comme les femmes, c'est pas normal, tu vois. Mais par contre, ça me dérange pas, quoi. Dans la première partie de notre cercle de parole, dans l'épisode précédent, on a parlé de comment, justement, notre rapport à la masculinité ou à la féminité pouvait impacter nos pratiques sexuelles, tu vois, notre capacité à être pénétré ou pas. Est-ce que toi, en parallèle de ce chemin que tu décris, tu te positionnes comment par rapport à ça, tu vois? Est-ce que tu as toujours aimé être pénétré ou pénétré pareil, il n'y a pas d'impact? Ou il y avait, comme quelqu'un d'autre a dit, je ne fais que pénétrer parce que c'est plus masculin. Est-ce que tu as eu ça, toi? En vrai, moi, j'ai eu que 2 relations, et les 2 relations, j'ai toujours été celui qui pénètre. Ok. J'ai essayé une fois d'être pénétré, mais c'était très, très douloureux. Et après, j'ai toujours... Les 2 rencontres que j'ai fait, le premier, il était Versace, et le deuxième, il était que... en fait, il me laissait toujours le pénétrer. Est-ce que tu dirais que c'est parce que tu n'as simplement pas de désir pour être pénétré? Est-ce que toi, quand tu fantasmes ou dans ton intimité, juste, c'est pas, voilà, tu n'as pas envie? Ou tu as l'impression que c'est une envie que tu réprimes? En fait, je réprime pas. J'ai déjà voulu essayer, mais quand je pense à la douleur, ça me met un peu Bien un sûr. frein, quoi. Ben, tu n'as pas encore écouté ce podcast, n'est-ce pas? Non. Bon, je vais t'envoyer quelques épisodes sur des astuces sur comment avoir du plaisir anal et tout. Il y a peut-être moyen que le podcast t'aide pour être pénétré et ne pas avoir mal. Des épisodes précédents. Ok. Ne, tu seras pas obligé de les écouter. Merci Ben. Tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non, je veux rien rajouter, juste que ceux qui nous suivent peuvent s'abonner à la page Instagram de Couleur Games. Ah bah, Il publie... cette petite pub, mais tu as bien raison. Là, on publie toutes les actualités, des activités proposées au quotidien. On publie ça sur la page Instagram. Super. Ben, je te remercie. Quelqu'un veut rebondir, Guillaume? Ce que Ben disait, ça me fait penser, pendant mes premières relations, j'avais beaucoup plus l'impression de performer, enfin, je performais clairement plus qu'aujourd'hui. Moi, j'ai grandi avec... disons que mes premiers fantasmes, c'était lié au fait d'être plutôt pénétré. Et juste petit sondage, levez la main, ceux qui eux aussi au début avaient plus de fantasmes, au début de leur sexualité dans leur tête, avaient plus le fantasme d'être pénétrés.
On est combien? Moi, je crois que je lève la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, moite-moite. Ouais, c'est... Et les 6 qui n'ont pas levé la main, c'est que eux, votre fantasme, c'était plus d'être celui qui pénètre. Ok. J'étais curieux. Excuse-moi. Non, mais c'est gardé, intéressant. ouais, t'as gardé ton idée ou ça t'a Ouais, coupé? Ok, ouais. pardon. Et je pense que c'était une période de ma vie où j'avais pas encore de référence LGBT. Vraiment, je pense que j'en avais genre aucune, quoi. Enfin, il n'y avait pas encore Netflix. J'avais pas encore de smartphone. Donc dès que j'ai eu un smartphone, ça a été pour Grindr, ça a été. En fait, c'était l'argument pour avoir un smartphone. Quoi. C'est vrai. C'était avoir Grindr. Quoi, Ok. ouais. Me connecter au monde. Me connecter À un monde. Mais ouais. Mais en fait, ça dépend où tu grandis. Mais pour Ouais. plein de gens, t'as grandi où? J'ai grandi à Meaux. C'est une ville en Seine-et-Marne Ouais, bien où il y a sûr. du bruit. Voilà. Où il y a du bruit. Non, mais Non, peut-être que pour toi, en fait, Grindr, c'était un peu une bouffée d'oxygène queer, Bah, disons LGBT. que j'avais pas de. Au lycée, il y avait d'autres garçons qui étaient gays, que je savais ou que j'imaginais gays. Mais en fait, je parlais pas de ça avec eux. Et d'ailleurs, ce qui est un peu. Moi, ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est qu'il y en a certains avec lesquels je me suis un peu reconnecté par Instagram. J'ai discuté, un peu rediscuté avec eux. Il y en a un qui est marié aujourd'hui. D'autres, je les vois sur les réseaux. C'est assez sympa. Ça me plaît. Ça envoie des good vibes aux petits garçons que j'étais de reconnecter un peu avec eux aujourd'hui. Comme ça, savoir comment vont leur vie. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que j'avais zéro référence gay et je sais pas, du coup, mon imaginaire par rapport à la pénétration ou quoi était inexistante. Et disons que c'était peut-être des références plutôt hétérosexuelles du style l'homme pénètre et la femme est pénétrée. Et il y avait un garçon qui avait fait le voyage parce qu'il était de l'autre côté du RER A, côté nord, donc je sais pas où c'est, mais c'est loin, par rapport à Paris. Ouais. Par rapport à moi où je suis, c'est Seine-et-Marne, terminus ligne P, quoi. Tous les Canadiens, les Suisses, sont ravis et perdus dans les trains de. Mais bon, en gros, c'est région parisienne. Région parisienne, il y avait 2 heures de transport entre les deux et c'était un week-end où mes parents et mes sœurs étaient pas à la maison et j'avais connecté via un forum gay parce que j'avais qu'un PC à l'époque, je sais même plus c'est quoi le nom de ce forum. Et je me souviens que, quand j'y repense, mais je performais la femme sans emploi, la femme au foyer parfaite. J'étais là, je me revois avec mon cardigan quand il partait, j'étais là, ah. Et puis en fait, quand il était parti... T'as fait des cookies ou pas? Ouais, j'avais fait à bouffer et tout. Ouais, non, mais C'était quoi la performance de cette femme? T'as dit quoi? Femme au foyer. Femme au foyer, ça voulait dire dans ton imaginaire, mais je trouve que c'est puissant parce qu'en fait, la sexualité, c'est vachement de l'imaginaire et la masculinité, la féminité et tout. Et donc, cette femme au foyer qui allait être pénétrée, c'est ça? Elle faisait quoi? Donc, elle a fait à manger. Ouais, j'ai fait elle avait à un manger. cardigan. J'avais Juste, c'est quoi un cardigan? C'est une veste, un gilet ah oui, c'est un ouvert. Ah ouais. Oui, donc t'es une femme riche. C'est plutôt des femmes riches qui mettent des cardigans, non? Non, mais là, du coup, c'était de l'acrylique parce que bon. Mais ouais, quand il. Je le revois. Parce que tu t'étais dit, puisque je vais devoir me faire pénétrer. En tout cas, c'était ce dont j'avais envie. Donc, ouais. Tu l'as connecté à ça, quoi. Oh, moi j'ai de l'affection pour le petit Guillaume. Et en fait, et en plus, je performais ça et je performais aussi, ce qui est aussi, bon, c'est un autre sujet, mais je performais l'amour. C'est-à-dire que pour justifier le fait d'avoir un rapport sexuel, il faut se sentir amoureux, alors qu'en fait non. On peut avoir une relation sexuelle sans être amoureux. Mais du coup, j'étais complètement déconnecté avec le garçon, quoi. Moi, je suis sûr. C'était nul, quoi, du coup. Mais bon, je pense que. C'était ta toute première fois? Toute première fois? Il y a eu d'autres premières fois. Dit-il, le regard gourmand. Non, mais disons que c'était
t'es pas ce que tu... En tout cas, t'étais au début de ton chemin, quoi. Et moi, je suis sûr à 100% que toutes nos idées autour de la masculinité, de la féminité, nous n'avons fait dans ce cercle de parole que répéter des préjugés socialement construits. Enfin, il y a rien, pour moi, de tout ce que j'ai entendu, il y a aucune réalité autre que juste des millénaires. C'est obligé, quoi. Et des fantasmes. Et des fantasmes et des idées et tout. Et donc, en fait, le moment, pour moi, c'est très puissant. Quelqu'un a dû, pendant qu'on préparait... Ah non, dans l'épisode précédent, c'est Brokeback Mountain. Ah ouais, les deux cow-boys qui s'enculent. En fait, je pense que à montrer tout un tas de référentiels où pénétrer et être pénétré n'est pas lié à des choses négatives, etc. C'est le futur. C'est le turfu. Julien voulait étendre sa main. Non, il voulait parler. Alors attention, vous me tirez mes petits fils là. Ouais, s'il te plaît, Thomas, pars. J'ai mon enregistreur qui a failli choir. Julien. Moi, je voulais juste rebondir un peu sur ce que Thomas a dit et apporter un témoignage peut-être légèrement contraire. Moi, j'ai déjà été... Thomas ou Guillaume ? Thomas, pardon. Je reviens sur quelque chose d'avant. Ah, le passé. Désolé, Guillaume, non, je ne rebondis pas sur ton... en fait, moi, j'ai déjà été, et ça revient aussi peut-être un peu à ce que Ben a dit, moi, j'ai déjà été plutôt dans la situation contraire où j'ai choisi des partenaires peut-être plus efféminés et où ça me rassurait qu'ils soient plus efféminés que moi en société. Comme ça, puisque les gens posent souvent la question dans les couples gays, qui fait l'homme et qui fait la femme. C'est une question horrible. Attendez, mais là, il y a 4... Combien de gens hochent la tête, là ? Combien de personnes a déjà eu cette question ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah putain, mais toi, Julien, quand on t'a dit ça... Quand tu dis on me demande souvent, c'est quoi dans le milieu pas si pro, souvent, perso ? Pas si souvent que ça, c'est plutôt le milieu personnel. Mais souvent, ça vient en plus sous le ton un peu de l'humour. La question qui est sous-entendue, c'est qui est actif et qui est passif. Ok. Ouais. Ça, c'est qui te pose cette question ? C'est des amis, ça peut être des amis plus ou moins proches, ou alors des gens qui ont une curiosité mal placée, je dirais. Pardon ? Ça t'est arrivé combien de fois ? Oh, je dirais 2-3 fois maximum. Okay. C'est pas si courant que ça. Et on va dire que c'était... On va dire dans les 2-3 dernières années, peut-être que ça se pose un petit peu moins, puisque maintenant c'est admis que c'est pas cool comme question, du moins. Mais en tout cas, l'avis que je voulais, enfin le témoignage, que je voulais exprimer ici, c'est que par rapport à Thomas et Ben qui disaient quand mon partenaire était efféminé, soit ça me repoussait ou en société ça me faisait peur. Il y a j'ai eu déjà cette tendance-là, mais aussi dans une certaine mesure, il faut qu'il soit pas trop efféminé, sinon c'est dangereux ou c'est gênant pour la société, mais pas plus masculin que moi, parce que sinon c'est moi qui serais perçu comme la femme du couple. Ouais. Et donc un peu ce paradoxe où il faut naviguer dans deux extrêmes qui sont un peu problématiques. Ouais. José, tu peux passer le micro à José, mais avant, moi je trouve que, j'ai déjà dit sur ce podcast, mais je trouve que c'est tellement important qu'on comprenne ça. Quand tu regardes les lois anti-gays, donc dans 70 pays, c'est un crime d'être LGBT, d'être queer. Énormément de ces lois anti-gays sont issues de la colonisation, hein, notamment britannique, et les lois stipulent que c'est la personne qui est pénétrée qui est le criminel, quoi. Et donc nos imaginaires, enfin tu vois, quand toi t'essaies de naviguer le monde, je pense que tu essaies de te protéger, et donc dans ton choix de partenaire et de rapport sexuel, c'est aussi enfin tu vois, ça nous dépasse d'une façon ouf, quoi. Oui, il y a ça. Et puis moi vraiment, c'était, je pense, au moment où j'ai présenté un partenaire à ma famille, j'ai presque eu l'impression que il y a eu ce soulagement de son partenaire est plus, puisque au téléphone, quand tu décris ton partenaire, tu vas pas forcément dire il est plus efféminé ou quoi que ce soit. Mais une fois que tu le présentes et qu'ils se rendent compte qu'il est plus efféminé, ils n'ont pas besoin de poser la fameuse question de qui fait l'homme, qui fait la femme, puisque c'est sous-entendu dans l'attitude des deux partenaires. Un peu ce témoignage-là, et du coup qui m'influence peut-être un peu dans le sens où je vais les choisir comme ça parce que ce sera peut-être plus accepté, je serai peut-être plus accepté dans ma famille si... voilà. Parce que tu sens que tu as une famille plutôt sur le sujet...
Tu veux dire conservatrice Ouais. Je dirais peut-être un petit peu conservatrice, mais j'ai jamais eu de problème réellement avec ma famille sur cette question-là. Le dans problème le sens- direct. Oui, dans le sens Parce- où j'ai pas été rejeté de manière frontale sur la question. Ouais. D'où vient leur liberté de te demander, ces gens, ta famille, tes amis, qui fait l'homme, qui fait la femme? C'est-à-dire, si toi, tu faisais miroir et que tu demandais à un couple d'hétéros ce niveau de question, genre, ils seraient en ébullition, en PLS. D'où vient, à ton avis, le fait qu'ils bafouent le respect, la confiance? Bon, alors c'est jamais venu de ma famille, c'est plus venu de mes amis, mais je pense que je sais pas réellement parce que effectivement, comme tu dis, moi j'ai jamais posé cette question-là à un couple hétéro, ou alors je creuse pas notamment sur la vie sexuelle des personnes hétéros de manière plus investigatrice que ça. Je pense que de manière générale, c'est un avis, hein, mais je pense que les gays automatiquement, comme t'es gay et que t'es différent, on va par curiosité, des fois mal placé ou alors des fois juste naïve, j'aurais tendance à dire, on va avoir tendance à te poser plus de questions et des questions plus intimes parce que c'est l'inconnu, je pense, tout simplement. Moi, je fais le pont avec la liberté qu'énormément de gens prennent pour demander à une personne trans directement la question de l'opération chirurgicale. Exactement. Moi, je suis beaucoup moins léger et bienveillant que toi. Pour moi, c'est vraiment de l'homophobie ou de la transphobie crasse en mode absolument... en fait, ça n'a pas de valeur. Donc, en fait, je mets les pieds où je veux et que ça soit sur tes plates-bandes ou pas. Mais ça, c'est mon point de vue, tu vois. Et c'est pas forcément une homophobie que eux veulent performer. Ils se rendent pas forcément compte. Mais je pense que tout à l'heure, j'ai dit, putain, moi, j'ai jamais eu cette question parce qu'en fait, j'ai fait le tri de ouf. Hein. Moi, les gens qui pourraient se permettre un niveau comme ça où eux se sont pas sensibilisés, où je suis censé, moi, être leur paillasson et leur dire, ben non, tu sais, tu peux pas poser cette question. Moi, je sais pas si c'est la quarantaine qui approche, mais je suis là, mais j'ai plus le temps, hein. Toi et on va conclure sur ça. Je t'ai vu, Ben. On fait José puis Benoît. Toi, Julien, moi j'ai une réaction très cutanée, non, très. Toi, si aujourd'hui on te reposait cette question, tu gères comment? Moi, j'ai un peu la règle des... J'avais entendu une personne parler de la règle des 7 secondes ou des 7 minutes, je sais plus. C'est passer 7 secondes ou 7 minutes de ta journée maximum à parler, enfin à expliquer, à éduquer, j'aurais peut-être tendance à dire de manière provocatrice, les gens sur les questions sociales qui te touchent. Passer ce délai, si la personne ne comprend pas, ne veut pas comprendre, on passe à un autre sujet. Et tu les gardes dans ton cercle d'amis? Oui. Par la force des choses, si on fait un trop grand ménage, on se retrouve seul peut-être. Mais oui. Enfin, seul et pas safe, du coup. J'ai pas compris, pardon. Seul et pas safe. Seul et pas en sécurité. Parce que oui, peut-être, ouais, peut-être que. Enfin, soit on est seul, soit on n'est pas en sécurité. C'est ça, ouais. José, tu sens tout le poids de mon opinion sur ce que tu devrais faire avec tes amis hétéros. Il y a peu d'espace à... José. Je vais réagir, témoigner sur deux choses. Effectivement, je fais partie des gens quand j'ai la question qui fait l'homme, qui fait la femme. Combien de fois tu l'as eu récemment? Ah non, récemment, je ne l'ai pas eu depuis récemment. En fait, 30 ans que je ne l'ai plus. Okay. Mais les rares fois où je l'ai eu, enfin les fois où je l'ai eu en tout cas, c'était effectivement des amis hétéros. Et consciemment ou inconsciemment, je l'ai mis sur le fait de l'ignorance. Alors, il y a un peu peut-être d'homophobie latente, mais dans un mode où vous êtes deux garçons, on ne sait pas comment ça marche. Moi, j'ai mes modèles hétéros, donc il y a un homme, il y a une femme. Donc, en gros, le qui est passif, qui est actif, est sous-tendu dessus, juste pour essayer de savoir. Et souvent, moi, la réponse que je faisais à l'époque, c'était de dire, on s'encule quand on a envie. Comme ça, au moins, ça clarifiait le truc. C'était, oh, mon Dieu, t'es vulgaire. Je sais pas, ouais, mais en gros, ça les regarde pas. Et comme je leur pose pas la question de savoir à quelle fréquence et s'ils rentrent par devant ou par derrière chez madame, c'est du même sujet, c'est personnel. Parce que quand tu réponds à la question que les gens osent poser, tu te fais quand même engueuler si tu réponds. Parce qu'en fait, en parlant d'être enculé... je réponds en mode, ça vous regarde pas, en disant, voilà, c'est notre truc, point barre. Et je rentrerai pas dans tes règles. Il n'y a pas un homme et une femme dans un couple homo. Sauf si on décide. Voilà, ça c'était juste pour réagir effectivement à un point différent du tien. Et j'irai pas jusqu'à cette homophobie violente. C'est une homophobie, oui, mais parfois juste par ignorance. Donc il faut la requalifier, de dire
un peu là où je te rejoins, c'est mes plates-bandes, tes plates-bandes, et respecte ma vie privée aussi. Je voulais en fait réagir, je voulais aussi réagir sur Guillaume, parce que moi j'ai eu l'exercice complètement inverse, et qui était pas, j'avais 23 ans, j'étais tout jeune, j'ai marré ma vie de jeune homo, machin. J'ai rencontré un garçon qui était brun, ténébreux, très, très charmant, moi j'étais jeune, très énamouraché, etc. On s'est rencontrés, on a discuté, on ne sait plus. Il vient à la maison, je vais chez lui, il revient. Et on s'installe un peu plus à la maison. Et là, il est rentré dans un schéma qui m'a vraiment troublé, c'est-à-dire qu'il s'est mis en mode on est un petit couple, donc je vais faire la cuisine, je vais faire le ménage, je vais lui repasser ses chemises, repasser ses t-shirts, je vais faire la petite course, je l'attends bien sage à la maison quand il rentre le soir. Et en fait, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais pourquoi tu changes ? Que je comprenne, du coup, vous datez, enfin, vous avez des rendez-vous, Ouais. vous vous mettez en couple, et c'est là où tu le sens changer de rôle, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire que de deux hommes, on est passé deux hommes plutôt masculins, qui est le thème de discussion du jour. C'est-à-dire, dans les attributs, comment vous étiez tous les deux masculins ? On discutait, on était sur une forme d'équilibre, d'échange, de décision de sortir, de se voir. Il n'y avait pas une... Enfin, si tu veux, on est dans un mode où c'est mis en mode féminin, soumis. C'est-à-dire que moi, il me faisait la vaisselle. Non, bouge pas, je te fais la vaisselle. On peut discuter, on peut débattre. C'était, oui, mais je te fais ton repassage aussi. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu te mets dans ce modèle? Donc on parlait de l'image de la femme à la maison avec son cardigan qui attend, qui se fait belle et qui est là pour son mari. Il est tombé dans ce schéma-là. Et en fait, moi à l'époque, ça a été un no way, quoi. Je dis, mais pourquoi tu changes? Pourquoi est-ce que tu vas dans un schéma qui est pas qui sont pas les, comment dire, cette relation de masculinité que j'attendais, qu'on avait commencé à établir? Et pourquoi tu te crées un autre personnage? Pourquoi tu rentres dans un schéma féminin qui ne correspond pas et qui, en fait, un peu comme ce que disait Guillaume tout à l'heure, a dénaturé la relation, a fait qu'on n'a pas pu continuer. Il a répondu quoi? Il m'a répondu, mais c'est comme ça qu'on est en couple. Et je dis, moi, c'est pas ma façon de le voir. Et c'était pas du tout, il n'y a pas eu... Comme dans une construction de couple, il y a discussion, il y a équilibrage, on se découvre, on partage des envies, la vision qu'on peut avoir. Là, je veux dire, oui, il m'a imposé sa féminité et c'est pas du tout ce que je recherchais. Alors, c'est moins une question de féminité que de performance, de tâches ménagères. Parce que là, j'ai l'impression que la féminité, c'est... Non, ça allait sur tous les trucs. C'était, même dans les relations un peu plus intimes, c'était, il fallait que je joue les gros bras, fallait systématiquement, il était dans le mode, j'ai envie, viens et tout. Enfin, c'était une... Ouais, il jouait aux hétéros et lui, il était une femme telle femme années soumise, 60. femme soumise hétéro. Enfin, on allait très très loin. Ouais. Enfin, ça allait très loin dans le truc où c'était... moi, j'ai été hyper mal à l'aise parce que il y avait un déséquilibre relationnel, il y avait une projection d'image qui ne correspondait pas, qui était peut-être importante pour lui, de se sentir beaucoup plus... Enfin, il se sentait peut-être plus désirable en étant féminin et pensait me plaire en étant encore plus féminin que ça. Si tu es à l'aise de répondre, est-ce que toi, tu vois s'exprimer en toi à la fois une masculinité et une féminité? Oui. Et est-ce que tu arriverais à mettre des mots sur à quoi ressemble cette féminité? Car je crois comprendre que ce n'est pas... rentrer dans des rôles datés d'une soumission. Est-ce que tu arriverais à mettre des mots sur à quoi ressemble cette énergie, ces flux féminins, je ne sais pas comment les appeler? J'ai peut-être sortir des poncifs, mais la féminité est souvent associée dans nos sociétés ou perçue en tout cas comme de la sensibilité. La sensiblerie parfois, mais une sensibilité, une attention, une forme de... peut-être de moins jouer les gros bras et de plus se montrer ou se découvrir dans un schéma très stéréotypé, très patriarcal même. On sort un peu de ces schémas-là où le père, l'homme, sait tout, maîtrise tout, fait tout, et la femme, elle découvre un peu la vie tous les jours. Donc,
Pour moi, cette part de féminité, d'ambiguïté ou d'ambivalence qu'on peut avoir, c'est d'être à la fois avec une image, ou en tout cas répondre à des critères sociaux masculins, parce que la barbe, parce que un peu de muscle, parce que machin, mais qu'une femme pourra avoir aussi, et avoir en plus cette écoute, cette sensibilité, cette capacité à dire, je ne sais pas, de pleurer devant un film ou devant d'autres personnes, Ça, de tu montrer te la l'autorises. vulnérabilité. Toi, tu te l'autorises, ça. Oui. Il m'arrive de pleurer Ouais. et de l'assumer parfaitement. Enfin, j'ai aucun. Enfin, Je suis super. Moi personnellement, et tu peux passer le micro à Benoît qui voulait dire un truc. Je suis tellement mal à l'aise avec cette histoire de masculin-féminin depuis le début. En fait, je trouve que moi, j'ai en tête toutes les femmes de ma vie. Les femmes de... et en fait c'est des leaders, et puis moi, tous les hommes de ma vie, moi j'ai plein d'émotions, j'entends bien les catégories qu'on utilise pour se parler là dans notre cercle de parole, et j'ai les mêmes et j'ai grandi avec elles. Mais qu'est-ce qu'elles sont nulles et inintéressantes, quoi. Et c'est un peu à défaut de vocabulaire, j'ai presque l'impression qu'on a besoin de nouveaux vocabulaires, parce qu'en fait, être féminin, c'est pas du tout... pour moi, les émotions, c'est d'une puissance. On a parlé plusieurs fois de s'autoriser à vivre ses émotions et tout, mais moi, qu'est-ce que je suis puissant avec mes émotions, et je vous nique tous avec mes émotions, en fait. Non, mais c'est vrai, je trouve que l'endroit des émotions et de la vulnérabilité, chez moi, c'est un endroit d'une puissance assez rasante, quoi. Capable d'un pouvoir magique, capable de casser et d'anéantir des trucs très nocifs, quoi. Et après, Benoît, tu dis ton morceau, mais je sais que moi, j'ai des systèmes familiaux et j'ai des problèmes familiaux ou dans des relations ou aux professionnels intimes et autres, où en fait, viens avec de la vulnérabilité et de l'émotion, et en fait, ça casse un truc, ça casse un jeu. Et ça marche ou ça marche pas, c'est réussi ou pas, je suis pas surhumain, mais souvent, en fait, ça décale la personne qui rentre dans un autre dialogue avec moi, tu vois, quand ça a réussi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très puissant, la vulnérabilité et l'émotion, quand j'y arrive. Voilà, j'avais envie de dire ça, parce que depuis le début, on se partage des trucs de Downton Abbey, là. C'est toi qui as choisi le thème, non C'est moi, Alors, Guillaume, fais attention, parce qu'on l'a choisi ensemble. Non, je le trouve super intéressant, ce thème. Il est génial, bien sûr. Mais il faut qu'on invente des nouveaux mots, du coup. Benoît. En fait, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir. Le premier, c'est je trouve ça désolant, en fait. L'image qu'on se fait de la féminité. Comme tu le disais, en fait, pour moi, la féminité, c'est absolument pas ça. Et l'image de la féminité est... ce que les hommes masculins ne veulent pas être, pour moi, ils s'imaginent que la féminité, c'est les femmes sont des petites choses fragiles et on veut pas être assimilé à ça et tout ça. Et je trouve que, comme tu le disais, moi, les femmes que j'ai autour de moi, elles sont pas du tout comme ça. Et celles qui ont voulu faire les petites femmes des années 60, elles en reviennent très fortement. Donc, pour moi, je trouve ça désolant quand j'entends des fois des trucs... pas forcément autour de ce groupe, mais en règle générale, même venant de gays ou pas, de l'image que les hommes se font des femmes et de la féminité surtout. Et à l'inverse de la masculinité, pour moi, c'est tellement pas ça. Mais tu trouves pas que nos intimes sont colonisés par ces idées? Parce que moi... Le problème, en fait, c'est que l'idée, on se l'est pas fait nous. Ouais. Et c'est au même titre que... Et c'est aussi lié... Pour, je pense, les gens qui ont des problèmes avec l'homosexualité de deux hommes, qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi l'homosexualité, pour moi, pourquoi l'homosexualité entre hommes pose plus problème que l'homosexualité entre femmes? C'est qu'entre femmes, il y a ce côté désirable, et entre hommes, il y a le côté pénétration qui pose problème. C'est qu'il y a un des deux hommes qui ne serait pas un homme. Celui qui se fait pénétrer n'est pas un homme. Misogynie, ouais. Et donc une femme, et donc c'est problématique. Le problème que je trouve, et ce que je trouve désolant, c'est que les hommes eux-mêmes entretiennent ce truc-là. Bah ouais. Et c'est ça que je trouve catastrophique au final. Enfin, pas catastrophique, mais je trouve que c'est désolant. Parce qu'il n'y a pas à en venir là. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire toi et moi, on partage le même point de vue, moi je me sens féministe, oui, genre conceptuellement c'est de la merde, si je suis honnête, on est combien là dans ce cercle
dans nos intimes, dans ce qu'on fantasme, je sais plus, il y a quelqu'un sur son post-it qui a écrit quand je me fais pénétrer, je fais plus la femme, ça m'excite, ou je fais plus Mais la oui, femme. mais c'est pas possible. Enfin, Mais toi, ta sexualité est pas colonisée par ça. Bah, Moi, oui. Peut-être qu'au début, oui. Mais plus aujourd'hui. Non. Eh ben, tant mieux. Moi, aujourd'hui encore. Franchement, je Au même sens... titre qu'aujourd'hui, comme je suis là, je le suis avec tout le monde. Peut-être qu'il y en a et que moi, en plus, j'ai pas du tout un entourage qui est... je suis pas du tout entouré de gays. J'ai pas d'amis gays. J'ai des potes gays, mais mes amis sont tous hétérosexuels. Ma famille, il n'y a pas de gays. Mon frère n'est pas gay. Mes parents sont mes parents. Mes parents sont un homme, une femme. Je veux dire, j'ai pas de gays autour de moi, mais ça ne m'empêche pas. J'ai mis du temps. J'ai pris la décision d'être comme je suis avec tout le monde. C'est-à-dire qu'au boulot, il n'y a pas d'histoire de coming out, etc. Les gens savent que je suis avec un homme. Il n'y a pas de sujet. Je parle de cul comme je parle de cul avec vous. Mais là, tu parles d'autre chose. Tu parles de la question de comment tu parles de ton orientation sexuelle avec le monde. Là, moi, je te dis dans l'intimité de ton lit, de tes fantasmes. Mais c'est lié. Est-ce qu'il y a... Donc, toi, tu disais, je suis pas colonisé par cette vision masculin-féminin. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je peux être maniéré, je peux être ce qu'on considère comme avoir des choses féminines, parce que quelque part, faut pas non plus fermer les yeux. On est gay, on a tous des côtés féminins. Qu'on le veuille ou non, qu'on essaye de le cacher ou non, on a tous des côtés féminins. Donc, t'es pas excité par un homme très masculin ? Ou un homme très féminin ? Je me laisse les portes ouvertes à tout, en fait. Moi, en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que je vois que dans ma sexualité, j'ai du désir pour ces stéréotypes, soit un mec super masculin, soit un mec super féminin, comme des cases dans lesquelles il est bon de revenir, des cases dans lesquelles j'ai grandi avec le porno hétéro et tout, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres gens comme moi qui oseraient le dire au micro, ou vous êtes des déconstruits du cul et tout, pas de domi-soumis Qui avait écrit sur son post-it je fais la femme quand je suis pénétré. Cette personne ne veut pas. Je ne la pointerai pas du doigt. Tu veux dire quelque chose, Stanislas ? Moi, sur cette question-là, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que moi, je suis très attiré par les hommes très virils et particulièrement masculins. Ce que j'aime, c'est quand ils s'offrent à moi, et le fait de pouvoir les pénétrer, c'est comme une sorte de grande victoire que j'obtiens sur eux. Alors peut-être qu'on dit alors exactement la même chose. Alors peut-être qu'on dit exactement la même chose, mais moi ce sur quoi je voulais revenir, c'est sur ce qui a été dit tout à l'heure, à la question qui est souvent posée à certains gays, qui est-ce qui fait la femme ? Pour moi, en fait, c'est une question qui finalement cherche à pouvoir émettre un jugement de valeur. Et à la réponse à cette question, en fait, elle va mettre en avant ce qui, dans la société, fait que la femme est plutôt, en réalité, dans une position de soumission et de domination. On te l'a déjà donné, cette question ? C'est-à-dire, on m'a déjà posé la question, oui, à de nombreuses reprises. À de nombreuses reprises, oui, qui fait l'homme, qui fait la femme ? Alors, à de nombreuses reprises récemment, parce que moi, en fait, ma situation est un peu particulière. J'ai vécu pendant 32 ans avec une femme, et il n'y a que depuis quelques années que j'ai des compagnons. Mais on m'a posé la question, régulièrement. Régulièrement, c'est des amis, de la famille ? Le cercle de famille, certains amis, des collègues, par exemple. Des collègues ? Oui, bien sûr. T'es à l'aise de te dire un peu plus sur le milieu dans lequel t'évolues ? T'habites dans une grande ville ou en campagne ? Moi, je me partage entre un petit village en Lorraine qui s'appelle Thiaucourt, et j'habite la moitié du temps à Londres. Et donc, en fait, parce que les 3 dernières années, j'y étais pour mon travail, et cette année, en fait, j'y retourne de temps en temps pour une partie de mon travail, parce que j'ai réduit mon activité. J'ai le préjugé qu'à Londres, on te pose moins la question qui fait l'homme, qui fait la femme. On ne me pose jamais la question. Ouais. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu peux revenir à ce que tu disais juste avant ? Tu disais, moi, mon gros kiff, c'est des hommes virils que je peux pénétrer. C'est quoi pour toi un homme viril ? C'est quoi les caractéristiques qui t'excitent en mode « Ah putain, lui, j'ai tellement envie de le pénétrer ». Alors justement, c'est pas la virilité, je dirais, méditerranéenne. Je vais le dire comme ça. Ce serait plutôt une virilité, je dirais...
J'ai un peu de mal à la définir. C'est quoi une virilité méditerranéenne? C'est-à-dire une virilité qui s'exprime énormément par l'importance des muscles, un comportement, je dirais, très direct et très dominateur, je dirais. Donc ça, c'est pas tellement ce qui m'intéresse en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'apparence physique. Mon petit copain actuel, en fait, est très viril. Par exemple, il porte la barbe. Il est très grand, mais il n'est pas très, très musclé, très mince. Mais par contre, en fait, il s'habille de manière très curieuse. Il porte des robes avec des Rangers. Et il a aussi très souvent des éléments très, très masculins ou alors très, très féminins. En fait, c'est carrément un mixte des deux. J'ai le préjugé qu'il habite à Londres. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Et donc, là, ce que tu disais, j'aime les hommes très virils. Oui. Et là, tu décris quelqu'un qui mélange tous les genres. C'est le cas ou pas? Ou j'ai mal compris? C'est un peu ça. C'est-à-dire, en fait, mais moi, je trouve ça super intéressant. Moi, il me fascine dans cette manière-là. Au début, j'avais un petit peu de difficulté. Et en particulier, quand il est venu me voir ici, en France, enfin, c'est parfois compliqué. En fait, à la fois de regarder comment certains regardent dans la rue quand on marche à côté de quelqu'un qui assume en fait une apparence un peu singulière en fait en réalité. Et c'est une apparence qui mêle les genres. Oui, elle est singulière absolument. Parce qu'elle mêle les genres, quoi. Voilà. Il n'est pas costumé, il est pas... Non, il n'est pas costumé, puisqu'en fait, il en change. Et il a parfois des choix totalement différents. Et il peut arriver aussi avec, par exemple, une sorte de vêtement très traditionnel, un chapeau haute forme, et puis il va avoir une jupe. C'est assez bon, voilà. C'est aussi parce que c'est sa personnalité d'essayer d'être original. Ouais. Avant tout. Vous vous êtes rencontrés comment, si tu es à l'aise de raconter? À Londres, à une soirée chez des amis. Ok. Voilà, ouais. Et en termes de pénétration, oui. Et justement de ce lien. Il est extrêmement passif, en fait, et moi je ne suis qu'actif, en fait. Tu es à l'aise de dire un peu plus que actif, ça veut dire quoi pour toi? Pour moi, ça veut dire le pénétrer, c'est-à-dire. Ouais. Voilà. Et pourquoi tu es que actif? Parce que j'ai essayé une fois et ça m'a fait... j'ai trouvé ça très douloureux. Je connais un très bon podcast. Car toi non plus, tu n'as pas écouté le podcast, non? Non, je n'ai pas écouté. 2 auditeurs nouveaux, j'espère. Ouais, toi, il n'y a pas de lien masculinité-féminité, c'est juste genre, j'ai eu trop mal, quoi. Ça m'excite pas, j'ai trop mal. Ouais, après, c'est un peu particulier parce qu'en fait, je pense que c'est à l'origine... en fait, moi, j'ai rencontré mon épouse en fait donc au moment où je l'ai rencontrée et je suis sorti avec son copain avant de sortir avec elle. Yes. Et donc du coup ça a démarré comme ça ma vie, c'est-à-dire je fais juste un petit rappel à l'ordre. Je fais un rappel à l'ordre qui est très important et on en a parlé avant qu'on enregistre. On réagit pas de façon puissante à ce que les gens disent parce qu'ils peuvent à juste titre se sentir jugés puisqu'en fait c'est un jugement. Et pour créer un espace de sécurité, on retient nos cris, nos rires et tout. Et pourquoi tu le racontais par rapport à la pénétration? Tout simplement parce qu'en fait sur la question du genre, j'ai toujours eu beaucoup de goût pour l'apparence féminine. Quand j'étais gamin, j'adorais dessiner des costumes de femmes. Je jouais avec les Barbies de ma sœur, par exemple, et j'aimais ça, vraiment, véritablement. Et par contre, et peut-être aussi parce que j'ai eu cette attirance pour les hommes, et qui est aussi présente depuis très longtemps chez moi. J'aime aussi ce qui existe chez l'homme de très masculin dans certaines situations. Toi, tu te considères bisexuel? Ben, écoute, oui, moi je suis veuf en fait depuis quelques années, pas très longtemps. Et du coup, après le décès de mon épouse, en fait, je n'ai rencontré que des hommes. Je n'ai eu que des hommes dans ma vie. Alors peut-être parce que j'ai pas envie d'avoir une autre femme dans ma vie, j'en ai qu'une. Mais c'est ça, mais peut-être c'est on pas peut ça. être bisexuel en n'ayant pas de rapport avec un des deux genres. Oui, je pense. Ouais.
À mon sens, oui. Et je te posais la question sur, tu as dit je suis que actif, et je te demandais est-ce que tu fais un lien avec notre sujet masculinité, féminité et être que actif, et tu nous as raconté ton histoire avec ta femme et ton... Alors il y a ça. Pourquoi tu racontes? J'ai pas compris le lien. Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, j'ai eu toujours l'habitude d'être entre les deux. Et ce que je recherchais chez ce copain à l'époque, c'était plus ce qui était très masculin. Et ça veut dire pour toi être pénétré? Et ça veut dire, pour moi, être pénétré. Ça veut dire le pénétrer lui. Oui, le pénétrer lui. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que moi, en fait, je pense que ça vient aussi de plus loin, en réalité, parce que quand j'étais petit, quand j'étais en 6e, en fait, j'étais un peu harcelé par un gamin de ma classe, en fait, qui me disait que je ressemblais à une fille. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été déterminantes dans ma sexualité à partir de ce moment-là. Et parce que je trouvais ça super injuste, parce qu'à l'époque, alors c'était pas la question de la sexualité qui me posait problème, c'était la question de l'identité. Et j'avais le sentiment que le fait qu'on me dise que je ressemblais à une fille, c'était pour me dire que j'étais moins fort, moins performant, que je pouvais être dominé, que j'étais plus faible. Et que c'est un jugement de valeur. Et de là où j'en reviens à la question de Julien, quand Julien évoquait cette question, qui est-ce qui fait l'homme dans le couple, eh bien, pour les gens qui la posent, cette question-là, c'est un jugement de valeur, parce que très souvent, en fait, cette question-là, elle est posée, et s'il y a une réponse, quelquefois, il y a des sourires. T'as l'impression que si t'explorais ta sexualité anale receveuse, enfin, si t'étais toi pénétré, c'est revenir dans ce passé, dans ce bouillon. Faut que tu mettes le micro près de ta bouche. Oui, peut-être. Peut-être, ouais. Oui, non, j'en sais rien. Peut-être. Parce que... T'as de la curiosité par rapport au plaisir anal de recevoir? Ah ben oui, mais j'ai essayé. Une fois? Oui. Bon, après, c'était... Il y a plein de choses qu'on essaye une fois et qui marchent pas du premier coup. Oui. Mais moi, ce que je remarque, c'est quand même... moi, en tout cas, dans ma sexualité, parce que je ne veux pas parler pour les autres, on a souvent un peu la même façon de faire l'amour. On reconduit très souvent des choses qui nous plaisent. Et moi, je sais que voilà, c'est cette idée d'avoir un homme qui me donne... un homme viril, mais c'est passionnant. Qui s'offre à moi. Je trouve ça extraordinaire. C'est une super grande émotion pour moi. Ouais. Et c'est un peu une conquête par rapport au masculin-féminin. C'est-à-dire, c'est toi qui pénètres le vrai homme. Ouais, et puis c'est peut-être aussi un peu m'habiller de sa virilité aussi. De lui prendre un petit peu aussi de ce qu'il a de si viril et que j'admire tant. Parce que peut-être que quand j'étais petit, on m'en trouvait pas suffisamment. Parce que juste après que ce garçon m'embêtait avec cette question de ressemblance avec une fille, je me regardais tout le temps dans la glace et tout ça. Je me disais, est-ce que je suis assez viril? Est-ce que je suis pas... Mais j'étais très jeune, donc ça me posait problème. Bon, futur épisode, comment être pénétré tout en étant super viril. J'ai deux, trois trucs. Quelqu'un quelqu'un qui n'a pas parlé, sinon on va s'arrêter là. Quelqu'un qui n'a pas parlé ou quelqu'un qui sent un puissant besoin de rajouter, qui a déjà parlé, qui sent un puissant besoin d'ajouter une petite bafouille finale. Alors Benoît. Non, je voulais du coup rebondir. C'était la deuxième chose que je voulais dire par rapport à cette fameuse question qui fait l'homme, qui fait la femme. Pour le coup, moi, j'ai pas du tout ce ressenti homophobe ou quoi, parce que déjà, ça dépend qui pose la question. Et la plupart du temps, quand c'est des amis, évidemment, la famille m'a jamais posé la question, mais des amis me posent la question, et ça arrivait pas plus tard que la semaine dernière. Des hommes m'ont posé la question, les copains de mes copines, et j'ai répondu honnêtement. Et il s'en est suivi des questions, mais pas de malveillance, vraiment des questions. Et après, eux se sont dévoilés sur leur sexualité. Donc, et j'ai eu d'autres cas même où des copines à moi m'ont posé la question parce qu'elles voulaient savoir. Et elles posent la question, qui pénètre qui, ou qui fait l'homme, qui fait la femme? Me demander ce que je faisais. Ouais, c'est des questions sur ta sexualité, anale. Ouais. C'est ça. Mais du coup, je répondais. Moi, l'homophobie, c'est pas de poser la question sur la sexualité anale, hein. C'est qui fait l'homme, qui fait la femme. Ouais, c'est de la misogynie. C'était ça, la question, c'était ça.
Ouais, mais après, poser des questions sur la sexualité anale, mais les hétéros n'attendent que d'être libérés sur la sexualité anale. Hein. Il y a quand même la moitié de la planète. Quelques-uns que ça Il y a la intéresse. moitié de la planète C'est vrai. qui ont une prostate et qui, honnêtement, sont quand même très, très curieux de ce qui peut arriver. Ils me posaient des questions et je leur donnais des réponses, je sais pas... ils me posaient des questions justement et toujours sur le fait que quand j'ai été pénétré, et je voyais que ça les intriguait, qu'ils voulaient en savoir plus. Mais oui, mais du coup toi, oui, Mais ouais. ça les titille. Mais les hommes d'aujourd'hui se titillent la prostate et ils ça ont bien n'impacte raison. pas l'orientation sexuelle. Certains hommes, de plus en plus, c'est ce qu'on peut leur... Ou alors il y a ils font style, mais il y a les copines qui me regardent l'air de dire. Oui. Il oublie certaines choses, il oublie certains passages. C'est un chemin. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce cercle de parole à Metz. Merci, Couleur Gay. Et peut-être là, Guillaume, là, de Couleur Gay. C'est là où tu nous dis ce que ça fait, Couleur Gay, ou pas? Bonjour, chers auditeurs. Et auditrices. Et auditrices, j'allais dire, et les quelques auditrices. Donc, nous sommes à Couleur Gay, à Metz, centre LGBT Lorraine Nord. Donc, c'est une association qui a été fondée en 99 quand il y avait les débats sur le Pax. Voilà, on a 3 salariés qui font un travail de dingue dans les écoles, collèges, lycées et également dans les entreprises pour faire de la prévention contre les discriminations LGBT, sexistes et racistes. Voilà. Également, l'association, on organise la Marche des Fiertés à Metz tous les ans. Voilà, on organise aussi des événements conviviaux comme ce podcast aujourd'hui. Et si je veux savoir les prochains événements, je vais où? Prochains événements, faut aller sur le site de l'association couleurgay.fr. Voilà, sur nos réseaux sociaux. Rejoignez-nous pour faire des rencontres et voilà. Les locaux sont magnifiques. Ouais. Faut venir voir au minimum. Local, ouais. Cœur sur tout le monde. Merci Guillaume, cœur sur tout le monde. À bientôt. Bravo. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créatrices de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir.
Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.